Alors, là, je suis un peu impressionnée. Là, je savais qu'on allait être nombreux ce soir, sauf, mais là, vraiment, là, je ne pense pas qu'on serait si nombreux que ça. Mais bon, apparemment, tout le monde a réussi à trouver une petite chaise, à part 2-3 garçons là qui sont beaux. En tout cas, merci d'être venus ce soir si nombreux pour la rencontre avec Sorge Chalandon pour son dernier livre, Enfant de salaud, un livre formidable, que j'ai dévoré en même pas 2 jours. Que là, attends, on ne peut pas le lâcher. Non, je ne sais même pas si j'ai mis 2 jours à lire. Combien 2. Voilà, 2. Alors ça, c'est un peu énervant pour l'auteur d'ailleurs, qui met 3 ans à écrire son livre, et nous on met 2 jours. C'est ce que me disait Philippe Général la semaine dernière. Je lui disais que j'avais mis un certain temps à lire son livre, qui était quand même 750 pages. Il m'avait dit, ça me fait du bien, parce que moi j'ai mis 4 ans à l'écrire, il y en a qui mettent 2 jours à lire. Enfin voilà, toujours est-il qu'un livre formidable, et puis Sorge qui est fidèle au presse-papier, qui vient pour chaque sortie de roman, et que nous on adore depuis longtemps, depuis Mon Prêtre. En tout cas, pour moi, depuis Mon Prêtre qui a été... C'est pas si long, Mon Prêtre. Oui, alors évidemment, il y a le plus ancien, mais en tout cas, c'est avec Mon Prêtre que je vous ai découvert. Voilà, retour à Québec, le magnifique roman. Et donc, Enfant de salaud qui continue le fil des livres de Sorge. Qui termine. Ah, alors, qui termine. En tout cas, le fil de l'œuvre de Sorge, toujours sur le mensonge et la trahison, et un livre très émouvant, très émouvant. Donc voilà, on ne dit pas plus et je vous laisse continuer pour la rencontre. Merci. Merci beaucoup Catherine et merci surtout à Sorge, puisque effectivement c'est la 3e fois qu'on se rencontre ici au presse-papier. La première fois c'était pour non pas Profession du peur, mais le jour d'avant. Et puis une joie féroce en 2019, je pense que c'est ça. Et là, on est vraiment très content parce que ce Enfant de salaud, là, c'est vraiment un livre qui nous a emballé. C'est vraiment un des grands livres de la rentrée. Et c'est en plus un grand chalandon. Selon moi, ils sont tous très bien, mais enfin, celui-là compte parmi mes préférés. En tout cas. Et ça revient effectivement un peu sur la relation au père qui était déjà dans la Profession du père, que beaucoup de gens ont lu, ont même vu au cinéma récemment. Au mieux lire le livre. Non, c'est juste que le Covid a tué le football. Et alors, pour rentrer tout de suite dans avant d'entrer dans le vif du sujet, Catherine en a déjà dit quelques mots, moi j'aimerais qu'on parle un instant, si vous voulez, du titre. Parce que le titre, Enfant de salaud, c'est un titre qui d'abord nous frappe, nous intrigue, et qui a un caractère un peu... qui a un peu un caractère violent, quoi. C'est une insulte, c'est une invective. Et moi, j'ai trouvé, en y réfléchissant, que c'était une expression, je comprends pourquoi vous l'avez employée, mais une expression qui est injuste, enfin, parce que enfant de salaud, c'est quand même une expression qui fait porter la faute des pères sur les enfants. Et en plus, on découvrira dans ce livre que les frontières entre l'enfant et le père sont parfois un peu floues. Même des adultes restent parfois dans leur comportement un peu des enfants. Et on est amené parfois à se demander, mais quand on dit enfant de salaud, qui est l'enfant? Qui est le père? Qui est le salaud? D'ailleurs, c'est une question que vous posez à la fin du livre. Et voilà, on peut peut-être commencer sur ce titre et tout simplement nous dire ce titre, d'où vient-il? Alors ce titre, donc, merci d'abord d'être là, parce que je suis vraiment touché. J'ai pris le train tout ça à Saint-Lazare.
Il n'y a pas eu de panne. Il n'y a pas eu de panne, il n'y a rien du tout. Enfant de salaud, d'abord, c'est pas de moi. Enfant de salaud, c'est une phrase que mon grand-père a prononcée face à moi quand j'avais 10 ans. Et enfant de salaud, ça s'est imposé à moi, mais pas pour les raisons qu'avait mon grand-père. Mon grand-père avait employé ce mot-là, mais pas pour les bonnes raisons et pas pour les miennes. Pour ceux qui avaient lu peut-être Profession du Père, ou pour ceux qui regardent Internet, parce que maintenant il n'y a plus de surprise, c'est-à-dire que moi j'aimais bien les petites réunions comme ça avant, parce qu'on avait l'impression de dire des choses que personne n'avait jamais entendues. Avec Internet, c'est une catastrophe, tout est dévasté, donc on disait ah oui encore, c'est peut-être la même chose, c'est le même auteur et c'est le même livre. En tout cas, dans Profession du Père, je racontais l'histoire d'un père, mon père, mythomane, mais au dernier degré, qui s'inventait des professions, alors l'agent secret, footballeur, il avait créé les compagnons de la chanson, mais comme il était l'amant d'Edith Piaf, il était obligé de quitter le groupe parce que ça avait créé la zizanie. Il avait été professeur de judo et d'ailleurs les judokas venaient le voir, les judokas japonais venaient le voir en avion exprès pour le voir combattre. C'est l'un des derniers qui a quitté la cuvette de Dien Bien Phu, je vous le dis quand même parce que c'est impressionnant. Il a été l'un des chefs de l'OS. Il y avait Charles Jouot, Salan Zeller et Chalandon, dont on parle moins, mais parce qu'il a été plus discret manifestement. Mon parrain, Ted, était chef de la CIA. C'est Ted qu'on voit à l'assassinat de Kennedy. C'est mon parrain qu'on voit sauter sur la voiture et tirer Jackie en arrière. Donc moi, je suis élevé dans ce monde-là. Dans un monde où moi, je suis enfant, et moi, je crois mon père, parce que si je commence à ne pas croire les adultes, je vais croire qui? Donc je crois mon papa, voilà. Et alors, lorsque je vais dire papa, c'est juste pour me replacer dans la peau de l'enfant, et c'est pas parce que je n'appelle pas mon père papa dans la vie courante, mais là, je vais le faire pour être plus... Je crois mon papa, et toutes ces histoires durent peu, c'est-à-dire que lorsqu'il est pasteur presbytérien, ça dure 10 jours, je crois, donc il s'achète une toge, il y a une Bible, c'est toujours la lunette arrière de la voiture qui explique ce qu'on fait. Sur la lunette arrière de la voiture, il y a son béret parachutiste, à cause de l'OS et à cause de Getsu. Une autre fois, il y a son kimono et sa ceinture noire, à cause de... Voilà. Une autre fois, il y a sa toge de pasteur presbytérien, mais toutes ces choses-là durent très peu, il passe toujours à autre chose. Et c'est pour ça que Profession du Père, c'est parce que lorsque les professeurs nous demandaient, à l'époque, vous savez tous, nom, prénom, profession du père, profession de la mère, tout le monde s'en foutait, comme si une mère ne travaillait pas à l'époque. C'est très étrange. Et moi, je ne savais pas quoi écrire, donc il me disait, écris la vérité, écris agent secret, ou écris parachutiste, ou écris... Et pour un enfant, moi j'étais petit, j'étais bec, et toute la violence qu'il me renvoyait en écrivant ça, parce que personne ne pouvait imaginer qu'il y avait un père derrière l'enfant, et on pensait que l'enfant était fou. Et donc moi j'ai vécu avec ça, mais le summum de tout, c'était quand même sa guerre. C'est-à-dire que moi j'ai vécu avec un homme qui me racontait chaque soir ou presque des aventures de guerre. Et donc nous étions à Lyon. Il était à Lyon pendant la guerre, Lyon-Jean Moulin, Lyon-Klaus Barbie, mais Jean Moulin aussi. Et donc il me racontait ses exploits. À bien l'entendre, j'ai pas bien compris s'il était avec Jean Moulin ou même le chef de Jean Moulin. Mais en tout cas... encore une fois, il n'est pas dans les livres, il n'est pas, parce qu'il est très discret. Il n'a jamais été non plus dans les commémorations, mais en tout cas, chaque fois, chaque soir ou presque, il s'asseyait au bord de mon lit et me racontait ses histoires de guerre. Le problème, c'est que mon père a un père. Et ce père-là, son père. Chaque fois, nous y allions le jeudi, c'était le jeudi à l'époque, mais pas le mercredi. Mais tous les jeudis, avec mon frère et moi, nous étions invités chez mes grands-parents. Lui restait en bas, il ne montait pas. On sentait qu'il y avait un problème entre le père et le fils, mais en tout cas, il ne montait pas. Et à la fin du repas, il nous offrait une pastille Vichy. Ça aurait dû mettre le plus à l'oreille. Mais en tout cas, une pastille Vichy. Et chaque fois, je racontais à mon grand-père ce que mon père m'avait raconté de sa guerre. Et un jour, je devais avoir 10, 11, 12 ans,
Mon grand-père craque. Il ne craquait jamais. C'était un radical socialiste launay avec un petit chapeau. Il mangeait avec son chapeau sur la tête, son petit chapeau mou. Il avait son pantalon qui montait jusque sous les épaules avec les bretelles. Il était un amical laïque. Enfin, c'est le Lyonnais, bien tranquille. Et le Lyonnais, bien tranquille, un jour, il craque. Et il me dit, écoute, ton père ment. Et ton père avait choisi le mauvais camp pendant la guerre. Je suis tout petit, moi. Je suis tout petit quand il me dit ça. Il dit, je vais même te dire mieux. J'ai vu, moi, dit-il, j'ai vu ton père habillé en allemand, place Bellecour, donc en soldat allemand, place Bellecour, à Lyon, et je n'en suis jamais revenu. Et sa femme, ma grand-mère, lui dit, arrête d'embêter le petit avec ça. Il se retourne vers elle, il se retourne vers moi ensuite, et il dit, il faut qu'il le sache maintenant, il est assez grand, c'est un enfant de salaud. Donc la phrase vient de là. Pour moi, l'enfant de salaud que le grand-père prononce à ce moment-là, c'est je suis l'enfant je suis le petit-fils d'un vieux radical socialiste dont le fils était habillé en allemand pendant la guerre. Et moi, je vis avec ça. C'est-à-dire que je suis partagé entre mon père et ses exploits, et partagé entre mon grand-père et ce qu'il me dit. Est-ce que je suis enfant de héros Jean Moulin ou enfant de salaud, ce que mon grand-père dit, et je ne sais pas. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas, lorsque le procès s'ouvre en 87, on va faire la liaison comme ça, lorsque le procès s'ouvre, c'est-à-dire quand le procès Barbie s'ouvre, donc moi ensuite, évidemment, je quitte la maison, je m'enfuis. Je m'enfuis à 17 ans, je ne saurai jamais qui je suis jusque... Le procès Barbie commence en 1987 et il me demande, est-ce que je peux y assister? Nous sommes de Lyon, donc... Et j'accepte pour deux raisons. Moi, je suis journaliste à Libération, à l'époque, et j'accepte. Je me suis dit, si je suis un enfant de héros, peut-être que ce procès va remuer des choses, qui va me raconter d'autres belles histoires. Et si je suis un enfant de salaud, peut-être qu'il va craquer. Et le procès s'ouvre. Et effectivement, j'allais y venir, non, mais c'est très bien. Le premier geste que tu fais en tant que journaliste, avant même que le procès commence, et c'est par là que le livre s'ouvre, et d'ailleurs je dois dire c'est un chapitre particulièrement prenant, on est vraiment ému et attrapé tout de suite par cette histoire, c'est que tu vas visiter la maison des enfants d'Isieux, qui à l'époque n'est pas encore une fondation, c'est une maison qui a été achetée par une dame en 1950, et elle accueille le journaliste. Et le mot par lequel le roman commence, c'est là. Et c'est là, ça désigne à la fois le lieu, quoi. C'est là que ça s'est passé. Et en même temps, c'est là aussi que le roman commence, parce que finalement, cette maison, ce drame des enfants d'Isieux dont on va parler, c'est quand même le cœur de ce procès. C'est c'est la partie la plus émouvante, la plus terrible de ce procès. Et peut-être, est-ce que, si ça n'embête pas les gens, peut-être on pourrait refaire un petit point historique sur cette affaire des 44 enfants d'Isieux, rappeler ce qu'était cette maison pour deux raisons. D'abord parce que j'aimerais bien qu'on cite quelques noms au cours de notre conversation, et par exemple le nom de Sabine Zlatine, et d'autre part parce que raviver la mémoire historique, me semble-t-il, c'est jamais tellement inutile, surtout en ce moment. Je fais une parenthèse. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que dans une année où on a vu des gens défiler avec des étoiles jaunes parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, là on est vraiment en pleine oubli, quoi. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cette maison des enfants d'Isieux, comment elle a été créée, et après on verra peut-être un petit passage. Oui. Alors, la déportation des 44 enfants et des adultes qui étaient là à la colonie d'Isieux fait partie des chefs d'inculpation, des inculpations, à l'époque de Klaus Barbie. En fait, c'est des enfants qui venaient d'un peu partout. Il y avait des petits Polonais, il y avait des petits Belges, il y avait des petits Français, il y avait des petits Italiens. Ils venaient d'un peu partout et ils avaient été mis en sécurité dans cette colonie de vacances à Isieux, dans l'Ain, donc sur les contreforts des montagnes.
leurs parents, pour la plupart, avaient été déportés ou confiés à la colonie avant d'être déportés. En tout cas, c'est un lieu où rien ne pouvait leur arriver. C'est un préfet républicain qui avait trouvé la maison, donc un préfet en poste, qui les avait cachés. Un préfet en poste qui avait fait une dérogation pour que les petits puissent avoir une salle de classe avec une institutrice qui venait leur faire la classe. C'est-à-dire que la guerre était loin. Et les enfants ont vécu plusieurs mois comme ça, sans aucun souci de la guerre, parce qu'il n'y avait aucun Allemand dans la région. C'était un lieu magnifique où ils auraient pu passer la guerre jusqu'au bout en sécurité. Ils ont été dénoncés. C'est l'une des blessures du village. Les yeux, ils ont été dénoncés par quelqu'un du village, probablement. Et ces enfants, et là c'est Klaus Barbie lui-même qui dirige l'opération. C'est important parce qu'on a reproché à Barbie dans ce procès des choses, il avait signé des documents de déportation, etc. Mais là, il est là, à Isieux, adossé à la margelle de la fontaine, quand les enfants sont jetés, je dis bien jetés, dans les camions, juste pour qu'on comprenne. Quand je dis 44 enfants, c'est pas très clair. Le plus jeune s'appelait Albert Boulka, il avait 4 ans. 4 ans. Avec sa petite sœur, avec son petit frère, etc. Donc, ces enfants-là, que l'on croyait à tout jamais protégés, sont arrêtés par Barbie qui est présent et sont envoyés à la mort par différents convois. Moi, je sais que Dieu va être l'une des pièces extrêmement importantes de ce procès. Il y aura la rafle de l'Union des Israélites de France qui va être abordée, parce que Barbie avait fait un traquenard pour arrêter tous les Juifs qui allaient à une réunion alors qu'ils y étaient piégés. Il y avait un train. Barbie avait signé l'ordre du dernier train pour la déportation. Il y avait d'autres gens qui ont été torturés, mais les enfants seraient ce moment le plus terrible. Parce qu'ils sont 44, parce qu'on a leur nom, parce qu'on a leur visage, parce qu'on a leur âge. Et ces 44 enfants-là, moi, je voulais les sentir. Moi, je suis pas un éditorialiste, moi, je suis un reporter. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas, moi, je veux apprendre, je veux entendre, je veux qu'on m'explique. Et donc, je voulais entrer dans la maison d'Isieux, et donc je suis allé à Isieux en avril, le procès a commencé en mai, pour sentir la maison. C'est-à-dire que la maison n'avait pas changé comme elle était, comme du temps où la Gestapo venait de quitter Isieux. C'est-à-dire que il y avait la même obscurité, il y avait le même salpêtre sur les murs, il y avait le même silence, il y avait le même calme. Il y avait la petite salle de classe au premier étage. Il y avait les petites affiches d'animaux que les enfants avaient mis sur les murs. La dame qui me reçoit, c'est la propriétaire. Elle est juste embarrassée, elle n'est pas triste, elle n'est pas gênée, elle est embarrassée parce qu'elle connaît cette histoire et tout le monde cherche qui est celui qui a dénoncé. C'est pas mon problème, mais je suis l'un de plus qui vient encore une fois la déranger dans son... Et je lève un petit pupitre, et dans le petit pupitre, il y avait une petite ardoise avec écrit le mot pomme, écrit par un enfant. L'un des enfants d'Isieux a écrit ce mot pomme. Et je demande à la dame, mais vous avez vu ça? Elle me dit, oh ben non. Et donc, maintenant, je vous rassure, ce mot pomme est dans un musée, mais je lui dis, mais tous leurs sacs, leurs petites valises, leurs affaires, elle me dit, bah, vous savez, on ne sait pas quoi en faire, on a tout mis dans la cour, on a tout brûlé. Et ça, pour moi, ça a été la première violence. Il y a eu Isieux, bien sûr, mais il y a eu ensuite la violence qui a été faite à la mémoire. Et je savais qu'il fallait que je commence ce procès par Isieux, parce que je savais que quand le procès d'Isieux, quand l'évocation d'Isieux commencerait au procès Barbie, je voulais y être allé, je voulais avoir... je voulais les escaliers de pierre, je voulais leur chambre, je voulais leur nom, je voulais Léo qui avait écrit à son institutrice,
je t'aime sur une... voilà, c'est vrai. Je voulais ça parce que je ne voulais pas que ça soit quelque chose de glacial, où les 44 enfants, mais quels 44 enfants? Ils ont des noms, ils ont des prénoms, ils viennent de famille, et je voulais absolument ça. Et ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand le procès s'est déroulé et quand il y a eu l'évocation d'Isieux, ça a été le moment le plus immense, je crois, de ce procès. Parce qu'il y a eu plein de plaidoiries, de gens qui sont venus nous parler de la guerre, etc. D'accord. Mais là, brusquement, il y a Maître Klarsfeld qui ne va pas plaider. Il ne plaide pas. Il va juste lire la liste des 44 enfants. Leur nom, il prend son temps. Leur nom, leur âge, et les petites lettres que les enfants avaient écrites à leurs parents. Cher papa, chère maman, on a mangé de la confiture de fraises. Je travaille bien dans la petite école qui est au-dessus, au premier étage, parce que je veux que tu sois fier de moi. Cher papa, chère maman, et toutes ces lettres lues à la file, c'est le seul moment, parce qu'on va en parler, mais c'est le seul moment où Jacques Vergès, l'avocat de Klaus Barbie, était effondré, parce qu'il savait que ce qui était dit là, c'était... Personne ne pouvait sourire, personne ne pouvait... Il a nargué beaucoup, longtemps, le procès, mais là, il était comme mort, et c'est le seul moment, on va en parler je pense, où mon père avait la même attitude, c'est-à-dire qu'il était au fond, dans les rangs du public, et c'était tellement immense, comment a-t-on pu tuer Albert Boulka, 4 ans? Comment est-ce que c'est possible d'emmener un petit Albert Boulka, de le jeter dans un camion? Comment est-ce possible? Et c'est ça qu'on vous reproche, monsieur Barbie, comment est-ce possible? Et ça, c'était ce moment du procès où brusquement, il n'y avait plus de fer à bras, il n'y avait plus d'avocats qui faisaient des longs discours. C'était juste, nous étions à l'os du drame, à l'os de tout. Nous étions dans le sacré, en fait. Et ce sacré-là, moi, je voulais le vivre à Isieux avant d'y aller, avant d'aller au procès. Et c'est pour ça que j'ai tenu à commencer par là, avant d'entrer. C'est compliqué parce qu'une salle d'assises écrase tout, écrase les témoignages, écrase les gens, écrase tout ça. Et moi, ce que je voulais, c'était la campagne, c'était les montagnes, c'était le bruit des tracteurs au loin, c'était cette dame qui s'embêtait un petit peu parce que je pleurais pendant le reportage et ça la gênait. Et je voulais me nourrir de tout ça avant que ça commence. Et c'est pour ça que je commence avec ça. Et peut-être est-ce que si tu on peut lire cette page-là qui revient justement sur la qui commence en haut et qui revient justement sur ce moment que tu viens d'évoquer, et je vous invite pendant la lecture à faire attention notamment au vocabulaire qui est utilisé dans ce passage, parce que je le fais après. C'est ici qu'il faisait la classe, à la chez Madame Thibaudet. En haut de l'escalier de bois et des tomates rouges, une pièce qui ressemblait à un grenier. Sur les murs blancs, de vieilles photos passées et lacérées, images de vaches tranquilles, de chevaux, de montagnes. Un dessin cocardier montrant un coq et un enfant. Il faisait froid. La propriétaire a longé le mur une fois encore, d'un geste du menton, et a désigné 3 pupitres d'écoliers tapis dans un coin d'ombre. Silence. C'est tout ce qui reste? C'est tout, oui. On n'a gardé que ces tables-là. Je l'ai regardé, elle a baissé les yeux, comme prise en faute. Vous savez, quand on est arrivé, tout était humide à cause des fuites du toit. On a fait un tas dans la cour. Il y avait des vêtements, des matelas, on y a mis le feu. Je n'arrivais pas à saisir son regard. Vous y avez mis le feu? Elle a haussé les épaules, voix plaintive, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de tout ça? Alors je me suis approché de la première table, avec son banc scellé. Sur le bois, il y avait des traces usées d'encre noire. Je peux? La villageoise n'a rien répondu, ses épaules lasses, une fois encore, je pouvais. J'ai retenu mon souffle et ouvert le pupitre. Ma main tremblait à l'intérieur, contre le battant, un papier collé. Un début de calendrier jauni, calligraphie à l'encre violette. Dimanche 5 mars 1944, lundi 6 mars, mardi 7 mars, tout un mois aligné. Et ça, la propriétaire s'est penchée sur le rectangle noir encadré de bois.
Une ardoise, oui. L'ardoise de l'un des enfants. Oublié au fond du pupitre, jamais trouvé, jamais regardé, jamais intéressé personne. Une main maladive y avait écrit le mot « pomme ». J'ai levé les yeux vers la femme, elle était indifférente, comme repartie ailleurs, elle lissait son tablier des deux mains. Je me suis retourné, visage contre le mur, un instant, presque rien. Un sanglot privé de larmes. Le temps de graver pour toujours ces 5 lettres dans moi. J'ai entendu le crissement de la craie sur l'ardoise. Lequel d'entre vous avait écrit ce fruit? Lorsque je suis revenu vers la femme, elle m'observait, gênée, mon émotion m'embarrassait. Merci beaucoup. Oui, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que d'abord il est très fort tout de suite. C'est rare quand on commence un livre d'être tout de suite dans un passage extrêmement fort, et aussi parce que on relève justement tout ce vocabulaire du martyr. J'ai noté lacéré, froid, silence, mille feux. Alors ça c'est le plus terrible quand on sait ce que c'est le refrain, évidemment. Et la propriétaire montre une sorte de lassitude, de culpabilité et en même temps d'émotion. Et alors, sur cette question de l'émotion, et sur la question de comment écrire ça, quoi, finalement, il y a deux choses sur lesquelles je voulais t'interroger. La première, c'est une citation que tu rapportes souvent d'un journaliste, François Luizet, quand vous étiez au moment de Sabra et Chatila, je pense, devant l'émotion, devant ton émotion, et il te dit « change tes larmes en encre ». Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui se passe dans ce livre. Et vous donnez un petit détail sur votre méthode de reportage. À un moment, vous dites « voilà, j'ai un petit carnet, sur la page de droite, je note les faits, mes observations, et sur la page de gauche, je note ce que je ressens. » Et finalement, c'est un peu la métaphore de ce livre, parce qu'on peut dire que le procès Barbie, les faits, disons, journalistiques, c'est la page de droite, et la mise en perspective avec l'histoire personnelle, l'histoire intime et l'histoire du père, c'est un peu la page de gauche. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Alors, on peut le dire comme ça, sauf que dans les... J'ai été bien au-delà dans mes émotions dans le procès Barbie, dans ce roman. C'est-à-dire, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est pourquoi écrivez-vous des romans alors que vous êtes journaliste? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit d'écrire dans un journal? Non. La réponse est non, c'est simplement que je n'ai pas le droit de dire je. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis à Sabra et Shatila, donc je le répète, enfin je le rappelle, massacre des Palestiniens commis dans le sud du Liban par des chrétiens libanais maronites qui avaient la Vierge Marie collée sur la crosse de leur fusil et qui ont assassiné les vieillards, les femmes et les enfants. Quand je suis à Sabra et Shatila, je sais, nous sommes entrés avec François Luizet et Samy Ketz de l'agence France-Presse, nous savons que les massacres continuent dans le nord du camp. Nous savons que dans 2 heures, les gens vont venir, le Croissant Rouge palestinien ou la Croix-Rouge, et que les morts vont être emmenés, traînés, mis dans la chaux-vive, mis dans des trous, dans des fosses communes, ça n'existera plus. Et notre travail à nous, puisque nous sommes là maintenant, c'est qu'il n'y ait pas d'émotion. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'émotion dans ce que l'on écrit. Nous sommes comme des témoins d'un futur procès à venir qui n'a jamais eu lieu. Mais en tout cas, moi, c'est important que cette femme éventrée avec son enfant sortie de son ventre parce qu'elle était enceinte, c'est important que je le note avec les mots les plus froids du monde pour que des gens qui boivent un café en terrasse à Paris le prennent dans la gueule avant la page des sports. Moi, c'est ça que je fais. Mais sur la page de gauche, moi, je pleure. C'est-à-dire que mes pages de gauche, dans ces moments-là, comme dans le procès Barbie, elles sont presque lacérées, ce qui abîme la page de droite de l'autre côté, effectivement. Mais elles sont lacérées. C'est-à-dire que je me souviens qu'à Sabra et Shatila, j'avais écrit, mais 100 fois, pourquoi. Ça n'a rien à faire dans un journal. En revanche, cette dame éventrée a sa place dans ce journal parce que je suis là pour dire que ça s'est passé avant que les traces soient effacées par les meurtriers ou par les instances humanitaires.
pour le procès Barbie, c'était la même chose. C'est-à-dire que moi, j'étais au cœur de l'émotion, mais là, j'ai la possibilité de dire que mon émotion était double. Ce que je n'ai jamais osé dire à l'époque, à mon journal, à mes amis journalistes, etc., c'est qu'il y avait mon père derrière. Et que pendant tout ce procès, je me demandais, mais qui es-tu, toi? Il y a Klaus Barbie, le peu de temps où il est venu au procès, le peu de temps, je savais qui il était, même s'il se disait Klaus Altmann, même s'il disait qu'il y avait erreur sur la personne, etc. C'est un homme qui nie, c'est le chef de la Gestapo de Lyon. Mais derrière, j'ai mon père. Et je ne sais pas ce qu'a fait mon père, je ne sais pas. Est-ce que je suis cet enfant de salaud dont parle mon grand-père? Est-ce qu'effectivement il a été habillé en allemand à Lyon alors que Barbie était à Lyon? Tout ça, je ne l'ai pas et c'est pas dans mon journal. Parce que je ne peux pas, moi, au milieu du procès Barbie, dire, et au fait, dans mon dos, il y a mon père, dans un roman, je peux le faire. C'est-à-dire que je peux enfin rétablir la présence de mon père dans ce procès. C'est terrifiant. C'est un procès historique sur un criminel contre l'humanité qui est là, et derrière, il y a quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être a joué un rôle dans la machine de guerre nazie, même un petit rouage. Et brusquement, j'ai ces deux hommes qui sont ici, moi je suis au milieu, mais il faut que je me concentre sur Barbie. Mon travail, c'est Barbie, et mes pages de gauche, mes angoisses, qui est mon père, ce qu'il a fait, etc., ça sera autre chose à un autre moment. Je garde tout ça pour moi, je ne sais pas pour quand, mais en tout cas, je sais que je vais en faire quelque chose. Parce que, en fait, tous mes romans, ou presque, sont la somme de mes pages de gauche. Et ça, pour moi, et je le fais encore. Je le fais encore, c'est-à-dire qu'il y a des moments, tout ce qui est sur les pages de gauche, c'est ce qui m'étreint, mais ça n'intéressera pas le lecteur. Moi, je n'aime pas quand un journaliste, je déteste ça, surtout quand il y a des journalistes qui sont en guerre et qui expliquent sur 3 colonnes le mal qu'ils ont eu à passer les lignes de front. C'est ton boulot, ne nous emmerde pas avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, une fois que tu es au front, qu'est-ce que tu vois? Mais ne m'explique pas que tu as eu peur, que tu as failli mourir, tout ça, c'est un boulot. Tu es exactement comme un couvreur de toit qui risque de tomber à ta gueule. Et ça, moi, je ne veux pas mêler ce que je suis, ce que je fais à tout ça. Dans un roman, j'ai le droit. Dans un roman, à Sabra et Shatila, j'ai le droit de m'appeler Georges, je suis metteur en scène de théâtre. En Irlande, j'ai le droit de m'appeler Antoine, je suis luthier. Je me réapproprie mes émotions, en fait. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de ce père, on va y revenir plusieurs fois, mais les premières fois où il apparaît en fait dans le livre, ce sont des premiers de souvenirs d'enfance. Et alors moi, il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé. La première, c'est que, bon, d'abord son affabulation, etc., mais le premier souvenir, c'est un jour où il t'emmène voir le film Week-end à Zuidcote. Et alors, Week-end à Zuidcote, évidemment, ça nous évoque deux choses. Ça nous évoque évidemment le film de Verneuil, qui sort en 64, Opération Dynamo. Mais ça évoque aussi Robert Merle, évidemment, puisqu'il a eu le concours en 49 avec ce roman-là. Et donc il y a déjà cet héritage de la guerre. Robert Merle, c'est aussi l'homme qui, son deuxième roman, ça va être La mort est mon métier, en 52, qui est d'ailleurs J'aime bien quand je suis avec toi parce que j'ai pas pensé à ça. Ah bon, non, mais oui, tu as absolument raison, je n'ai pas pensé à ça. Il y a un lien, quoi, enfin, dans ce que représente cet auteur avec ce qu'il nous a raconté, quoi, évidemment. Et il y a une phrase que dit toujours ton père, enfin, que dit le personnage du père, en tout cas dans le livre, c'est quand on lui parle de quelqu'un, il dit « Je l'ai bien connu ». Oui. Et alors, bon, ça c'est peut-être pour donner de l'importance, etc. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle signifie finalement cette phrase-là pour quelqu'un qui raconte des histoires ou qui invente, peut-être. Je me suis demandé si cette phrase, elle n'a pas la fonction d'un « il était une fois ». Ah, waouh. Pendant que j'ai la parole, j'en profite pour refaire une petite citation qui est très belle dans ce passage-là. À propos du père, à propos du mystère qui entoure ce père, en fait, pendant des années, j'ai pensé à sa solitude effroyable, à son silence pitoyable. Cela
m'a rendu malheureux. Et en fait, ce père dont on pourrait s'attendre que le fils a quand même une certaine rancœur envers lui, surtout si on a lu Profession du père, finalement, dans ce livre-là, j'ai trouvé que le sentiment qui dominait, c'était quand même la tendresse. Ah, il y a plein de questions. Je l'ai bien connu, c'est une façon pour lui d'être au centre, en fait. Quand Pinet avait créé le franc lourd, le nouveau franc, tous les copains en classe disaient c'est quoi cette histoire de franc lourd, de nouveau franc? On ne comprenait pas comment on allait faire les conversions, tout ça était compliqué. Mais moi, quand je suis à la maison, autour de la table, qui a la radio posée, parce que c'est important, la radio, posée, et que le speaker annonce qu'il va y avoir un franc lourd, mon père, la seule chose qu'il dit, c'est « Ah, ça y est, ce connard m'a enfin écouté, ça fait 10 ans que je le tanne avec ça. » C'est-à-dire que moi, c'est pas « Il était une fois le franc lourd », c'est « Il était une fois mon père, organisateur et initiateur du franc lourd. » Tout ce qui se passait, c'est-à-dire moi, alors c'est très drôle, enfin c'est très drôle, non. Mon père était très très pote avec le roi Hussein de Jordanie. C'était son meilleur ami. Je l'ai oublié jusqu'au jour où je me retrouve pendant la guerre Iran-Irak en Jordanie et que, comme tous les journalistes, on s'en fait l'interview du roi, ensuite on lui serre la main et on nous photographie les uns avec les autres. Et je n'ai pas pu m'empêcher en serrant la main du roi Hussein de me dire, moi c'est vrai, moi je lui serre la main. Donc si tu veux, moi j'ai passé une vie entière. C'est un homme qui voulait nous éblouir et qui nous a aveuglés. C'est-à-dire, une vie entière, il était toujours au centre. Et c'est formidable parce qu'à un moment donné, il ment aux enquêteurs. Après, on en reparlera parce qu'il va être arrêté. Français, donc. Il ment et il a cette phrase qui est toute belle, toute idiote, toute gamine. Il a menti. Et un enquêteur lui dit « Mais pourquoi avez-vous menti ?» Il dit « Je voulais me faire valoir. » Et cette phrase « Je voulais me faire valoir », c'est ce qu'il a... En fait, c'est ce qui a mené sa vie et ce qui a détruit la mienne, détruit notre famille, détruit notre cercle familial, amical, etc. Se faire valoir. Donc moi, je vois moins le « il était une fois » que j'en suis. Je suis de tout. Et quand on regarde Week-end à Zuidcote avec lui, et qu'il fait « mais ça s'est pas passé comme ça, mais c'est n'importe quoi, et c'était pas les mêmes armes, etc. » Et moi, quand mes copains l'ont vu en classe, mais je dis pareil, mais ça s'est pas passé comme ça. Et c'est extrêmement douloureux, parce que une fois que ton père a créé le Front Lourd, était l'amant d'Édith Piaf, chef de la CIA, et que ça s'est pas passé comme ça, bah, t'es un petit peu seul sous le préau. En fait. T'es un peu seul, je sais pas pourquoi, mais... Et je comprenais pas pourquoi. Même un prof me disait, je pense que la semaine prochaine, le père de Chalandon sera pape. Et c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'un prof aurait pu le comprendre, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait quelque chose. Non, mais il rayait avec les autres. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on se moquait des métiers de mon papa. Et cette capacité d'ailleurs à se mettre un peu au centre de l'action, je trouve qu'il l'incarne très bien dans ses différentes morts, parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup la mort. Bien sûr. Notamment, il y a une scène où il vous appelle au téléphone, il est pratiquement à l'agonie, et il vous avoue quelque chose qu'on peut peut-être... Bien sûr. Oui, on le peut, parce que donc moi, il se passe quoi? Parce qu'il va mourir, nous sommes dans les années 2010, enfant de salaud, je ne sais pas, enfant de héros, je ne sais pas non plus. Le procès Barbie, je ne sais pas, toujours pas, moi je le regarde. J'ai un torticolis, c'est marrant, parce qu'il y avait une très jolie journaliste anglaise qui était juste derrière moi, à la fin elle m'a dit cessez de me regarder, parce que elle croyait que c'était que je regardais, je regardais mon père qui était derrière, mais j'étais tellement en train de regarder derrière, j'ai eu un torticolis, parce que je voulais voir comment est-ce qu'il réagissait tout le temps. Et le problème, c'est qu'il était en décalage par rapport à tout. Quand un torturé venait nous parler, hausser les épaules, quand un déporté venait nous raconter, il levait les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'il était plus proche du salaud que du héros. Mais en tout cas, quand le procès se termine, j'ai tout raté. Je n'ai pas eu mes réponses, je ne sais pas ce qu'il a fait,
Et puis on se quitte, et puis moi, ben, j'ai ma vie, je suis à Libération, lui, il va vers son crépuscule. Excuse-moi, mais je crois qu'on s'égare parce que. Non, du tout. Ah, du tout. Non, parce que la scène dont il s'agit, voilà. c'est en 83. C'est. Non. Ah bon. Enfin, si, c'est en 83 dans le livre. Dans le livre, oui. Dans le livre. Dans le livre. Mais il y a. Ce qui est romancé dans ce livre, ce sont les dates. Voilà. Et moi, je suis obligé de mettre cette scène en 83. Voilà. Et vers la fin de sa vie, et donc, pour la première fois, il me dit il faut que je te dise la vérité. Et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il m'a menti tout le temps. Il faut que je te dise la vérité. Et non seulement il me dit sa vérité, mais il pleure. Et il pleure et il tremble. Et je vois, enfin, c'est bizarre pour un enfant, même adulte, de voir son père pleurer. Et c'est là où il me dit, tu sais, voilà, je t'ai dit que j'étais résistant pendant la guerre. En fait, oui, j'étais résistant, mais pas comme tu l'entends. Pendant la guerre, résistant. En fait, je résistais contre le bolchevisme, contre le communisme. Et j'étais Waffen-SS. Et j'étais dans la division Charlemagne. Et je suis allé me battre en Russie. Et je suis retourné, ensuite j'ai fait toute la retraite de Russie, si je puis dire. Et je me suis retrouvé en Allemagne avec les camarades français de la Charlemagne à défendre le bunker de Hitler. Et je suis l'un des derniers à avoir quitté le bunker de Hitler en mai 45. Et moi, je me retrouve avec mon père à la Charlemagne. Enfant de salaud, enfant de héros, je ne sais pas, mais en tout cas, mon père, en larmes, me dit qu'en fait, il était dans les divisions Charlemagne, qu'il était SS, qu'il était Waffen-SS, et qu'il a combattu le communisme. Il me disait, mais tu t'en penses ce que tu veux, je m'en fous. C'est comme ça. Qui aujourd'hui, et il a raison, qui aujourd'hui en 2010 donc, peut dire ce qui était juste, ce qui était injuste, etc. Qui peut dire aujourd'hui ce qu'il aurait fait en temps de guerre? Personne, et j'interdis à quiconque de dire ce qu'il aurait fait en temps de guerre, j'entends. Mais ça fait quand même bizarre de se retrouver avec un père à la Charlemagne. Et donc voilà, donc moi je commence à expliquer à mes amis, à mes connaissances, à ma famille, que mon père était Waffen-SS. Et voilà, et ça commence ça rentre tout doucement. Il me dit, j'ai touché aucun Français, d'accord, mais il était en Biélorussie. Et il était à la je ne sais pas comment on va retomber sur le on va tomber sur le pied en 2020. La fin de Berlin. C'est ça. En mai 45, il est l'un des derniers à quitter le bunker. Ça, et il meurt. Donc voilà. Donc moi je commence à lire plein de choses sur la Waffen-SS que j'avais déjà lu parce qu'il avait 2 livres de la Waffen-SS. Les 2 seuls livres qu'on avait à la maison, c'est la Waffen-SS. J'en ai dû me douter lorsque j'étais petit, mais je commençais à lire. Il n'y avait pas Internet. Il y aurait Internet aujourd'hui, mais mais en 1 minute, on sait qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça. Edith Piaf ne connaît pas. Enfin, voilà. Mais là, il n'y a pas Internet. Et moi, tout ce que j'ai, c'est la bibliothèque, etc. Jusqu'au 19 mai 2020. Alors, moi, je reviens un peu en arrière. Bien sûr. Parce qu'il y a un problème d'intrigue, mais puisque tu en as parlé, je le dévoile tout de suite, c'est que une des intrigues, l'intrigue principale du roman, c'est le chevauchement, disons, de certaines dates, de certaines époques, qui nous font lire c'est la partie romanesque. Le roman autrement. Ouais. Autrement que ce qu'on croit dans une première lecture où Absolument. on va prendre les choses au pied de la lettre. Parce qu'en fait, cette scène-là, je voulais parler en fait de cette scène où il téléphone, où il fait son mourir, qui est en 83. En 83, dans le roman. Dans le roman, bien sûr. Parce que il y a une raison, c'est que en mars 87, tu t'intéresses à une boîte en fer que conservait ta marraine, voilà, avec des articles de toi, des choses comme ça, et dans laquelle tu vas trouver quelque chose qui va t'indiquer, c'est pour ça que je voulais revenir à 83, qui va t'indiquer que, non, il ne pouvait pas être à Berlin à ce moment-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Parce qu'il était en prison, mais alors, tout ça, c'était en 2020. C'est ça. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Quand on lit, je regarde la première. Bien sûr. Non, mais moi, c'est pas tout ça. Ça, moi, seulement à la fin. Moi, je vous offre un roman et je vous offre
dernière page avec les dates. Donc, en fait, les seules choses romancées dans ce texte, ce sont les dates qui ne correspondent pas. Parce que si j'avais eu tout ça, tout ce qu'on va se raconter en 87, j'aurais sorti le livre en 88. Pourquoi voulez-vous que j'attende 2020 pour avoir toute la vérité sur mon père? Donc, je replace en 87 pour que ça coïncide avec le procès Barbie, parce que comme il était effectivement avec moi au procès Barbie, j'ai envie de remettre tout ce qui va se passer là dans le contexte du procès Barbie pour qu'il y ait le procès Barbie d'un côté, pour qu'il y ait l'instruction de mon père, de l'affaire de mon père, au même moment que je vais mener moi-même. Mais en tout cas, donc, qu'est-ce que je trouve? Là, mon père est mort. Là, maintenant, vous êtes dans mon atelier de création, si je puis dire. 2020, mon père est mort, et mon frère me dit que là, je suis en train de jeter des trucs, des photos, etc. Il y a peut-être parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a quelque chose peut-être qui peut m'intéresser. J'ai un extrait de casier judiciaire de papa. Ça m'intéresse, bien sûr. Mais écoute, il a fait 1 an de prison pour trahison. Ça coïncide avec la FNSS. Je trouve que c'est pas beaucoup, mais ça coïncide. 5 ans d'indemnité nationale, ça coïncide. Et je lui dis, bah, écoute, envoie-le-moi. Il me l'envoie. Et j'ai aussi sa sortie d'écrou. Sauf que, et là, c'est terrible parce que je vois que c'est en mai 45. Il n'est pas dans les ruines de Berlin fumantes avec ses amis qui meurent dans ses bras. Il est en prison à Los-les-Lilles. Et là, d'abord, je prends conscience d'une chose qui est bouleversante pour moi. C'est que sur son lit de mort, il m'a encore menti. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que sur son lit de mort, il continue une histoire encore plus immense. Parce que moi, j'ai cru, pour raison toute simple, c'est qu'il pouvait se vanter en 2010 d'avoir été dans la Waffen-SS. C'est plutôt le truc que du cash, ou bien alors, comme d'autres, tu l'écris, tu le revendiques, et ensuite, tu as une actualité à l'extrême droite, et tu vis ce moment-là, tu l'assumes, pas lui. Lui, je me demandais, c'est bizarre, parce qu'il était à la FNSS, mais en même temps, j'ai jamais vu ses anciens camarades de combat, voilà. Et donc, il est en prison à Los-les-Lilles. Et là, pour moi, c'est le bout de la pelote. Los-les-Lilles, cour de justice de Lille, condamné. Je tire un tout petit peu et je tombe sur les archives départementales du Nord. Les archives départementales du Nord, donc je les appelle, une dame qui s'appelle... j'ai un mémoire. Mais ça va me revenir parce que c'est une femme que je ne remercierai jamais assez. Ce serait bien que je commence tout de suite, d'ailleurs. Mireille Jean. Et voilà, et Mireille Jean, voilà, bonjour, je m'appelle Chalandon. Est-ce que... Excuse-moi, mais alors les gens qui vont lire le livre vont découvrir une autre histoire que ce qui nous est raconté là. Oui, mais ça, je raconte la fabrication. Je raconte la fabrication du livre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est la même histoire, mais les dates ont bougé. Je raconte la fabrication du livre. Mireille Jean, je lui dis... mais vous verrez, ça retombe bien. Mireille Jean, je lui demande, est-ce que vous avez un dossier sur mon père, Chalandon? Elle me dit oui, et il est lourd. Et je lui dis, pour rire, parce que c'est Lille, je dis, vous croyez qu'il faut que je boive une petite bière avant de venir? Et elle me dit, je pense que 2, ça serait mieux. J'ai le dossier. J'ai le dossier, c'est 130 pages environ. Et j'ai une crainte épouvantable. Ma crainte, c'est de tomber sur la combustion. Tomber sur un petit gestapiste français qui a fait le malin avec une arme pour pas faire la queue dans les boulangeries, qui a dénoncé des juifs, qui a abîmé des partisans, qui travaillait avec la Gestapo. C'est mon angoisse. L'autre angoisse, effectivement, c'est que ce fut un dénonciateur. Et j'avance tout doucement, et plus j'avance, plus je me dis, mais c'est dingue, c'est un roman. Alors, ce que je découvre, tu vas voir, ça va rebondir, après je vais expliquer pourquoi ce roman et comment ce roman. Ce que je découvre, c'est que ce gamin, parce que mon père est un gamin, il s'est engagé à 18 ans dans l'armée française. Il s'est engagé il a porté 5 uniformes.
pendant la guerre de 5, pas 1, pas 2, pas 3. Parce que les gens disent oui, mais il y en a beaucoup qui sont allés de l'un à l'autre camp. Non, mais pas dans 5 camps, mais non. Mais non. 5 uniformes, il a été dans la Légion tricolore pétainiste, il était dans l'armée française, il était dans l'armée d'armistice, il était dans l'armée allemande. Le NSKK, les transports allemands, où mon grand-père l'a vu effectivement habillé en allemand, et 6 semaines après, il était dans un maquis du Nord. Excellent élément du maquis du Nord. Mais excellent élément, c'est-à-dire que là, c'est pas lui qui me raconte, c'est la police qui me raconte, c'est les gendarmes qui ont travaillé, c'est les policiers qui ont travaillé, ce sont les juges. J'ai des preuves tamponnées, écrites, etc., etc. Parenthèse. La police française, la gendarmerie française et la justice française, ils ont fait leur boulot. Il n'y a pas eu que des exécutions capitales. Ils ont travaillé. Il n'y a que là, ils ont envoyé des commissions rogatoires, exactement comme en temps de paix. Ils ont envoyé des commissions rogatoires, ils ont interrogé des patrons de bistrot à Saint-Étienne, à qui mon père disait que c'était à lui qui donnait les renseignements pour la résistance. C'était faux. Mais ils ont tout fait, ils ont travaillé formidablement bien. Et moi, j'ai ça, et notamment cette magnifique phrase de mon père, parce que ce sont quand même des phrases qui marquent très très fort pour les policiers, aucun doute. Cet individu est un menteur, doué d'une imagination étonnante, il doit être considéré comme très dangereux et traité comme tel. Pour la police, la gendarmerie, tout ce qu'il a fait pendant la guerre, y compris dans la résistance, c'était sur ordre des Allemands. Et mon père qui écrit à son juge, il s'appelle Henri Vuillet, « Excusez, monsieur le juge, mon pauvre style, mais je suis un soldat, non un romancier. » Et cette phrase m'a fait dire, papa, eh ben on va le faire, ça. Parce que je ne tombe pas sur l'histoire d'un homme qui a eu plusieurs guerres, je tombe sur l'histoire d'un enfant qui a joué à la guerre. C'est un gamin. C'est-à-dire qu'il a même pas de... Comment dire, il n'a même pas d'intention politique ou historique. Il n'est pas nazi, il n'est pas patriote, il n'est pas résistant. Chaque fois, ses élites, chaque fois qu'il se trouve à côté de quelqu'un, il prend sa forge. Chaque fois qu'il voit un uniforme, il le prend. Pourquoi est-ce qu'il... Et chaque fois, il déserte. Il déserte. Pourquoi est-ce qu'il est dans la résistance? Les Américains sont partout. Les Allemands sont vaincus. Ils sont en train de fuir en Belgique. Pourquoi il déserte de la résistance? Pourquoi, une fois de plus, il s'en va pour essayer de rejoindre des troupes allemandes dans leur fuite? Il fait n'importe quoi. C'est un gamin qui a joué à la guerre comme on joue dans une cour de préau. Vous dites, il joue à la guerre buissonnière. Il joue à la guerre buissonnière et sans aucune... Alors, en même temps, il est très malin. Il sauve à un moment deux paysans, les époux Colson. Les Allemands sont persuadés que ce sont des gens qui cachent la résistance, ce qui est vrai. Et il les sauve en mentant, il fait ça très bien, en disant que leur fils est en train de se battre sur le front de l'Est et qu'il ne faut pas toucher à ces gens-là. Et les Allemands le croient, et ils sont sauvés. Mais le lendemain, il revient en disant « Souvenez-vous de mon nom, je m'appelle Jean Chalandon et je vous ai sauvé la vie. » Donc, il est fou, mais en même temps, il prépare une défense qui un jour va arriver, probablement. Et moi, mon problème, c'est qu'une fois que j'ai ce dossier, une fois que j'ai ce gamin, une fois que j'ai cet orgueil, il est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il se joue de l'armée allemande, il se joue de l'armée française, il se joue de l'armée américaine, parce que lorsqu'il est pris par les Américains, il leur dit qu'il voulait les rejoindre pour se battre, alors que les Américains, eux, ont compris qu'en fait, ils se sauvaient pour essayer de rejoindre les troupes allemandes pour des raisons que j'ignore totalement, et pour se fondre dans la foule des vaincus, je suppose, mais en tout cas, moi j'ai tout ça, et je me dis, je veux en faire quelque chose. Je ne veux pas faire la biographie de mon père, ça n'a aucun intérêt. Voilà, si, ça a un intérêt pour les historiens, parce qu'un homme qui a porté 5 uniformes en 4 ans, ça n'existe pas. Mais en tout cas, moi je veux en profiter pour retourner au procès Barbie. Je veux en profiter pour reparler des enfants. Je veux en profiter de faire que ces 44 enfants, ils se mettent face à mon père et qu'ils le regardent. Et je veux que mon père regarde ses enfants. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis, je vais lier intimement tout ce que j'ai découvert en 2020 au procès.
Sauf qu'il faut que je le découvre à un autre moment que 2020. Donc, je le découvre avant le procès Barbie, et je trouvais ça absolument... Mais j'en tremblais en pensant qu'est-ce qui se serait passé en rentrant dans la cour d'assises de Lyon. J'avais eu le procès de mon père sous les bras pour le confronter. J'ai pas pu l'affronter, j'ai pas pu le confronter, j'ai pas pu lui poser les questions que je voulais. Je vais le faire parce que c'est un roman et parce que je vais pouvoir le faire. Et moi, le fils, je vais pouvoir confronter le père sur ce qu'il a fait, ses mensonges, etc. Ce roman, c'est ça. Mais après, il y a des choses techniques, toutes bêtes. Vous verrez dans le roman qu'il y a un historien qui m'aide. Aucun historien ne m'a aidé. C'est marrant, je vous donne la fabrication. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un dossier après 50 ans. En 87, il fallait 100 ans. Donc, c'est les archives. Je leur ai dit, ça m'embête parce que moi, ça va se passer en 87. Qu'est-ce que vous me conseillez pour avoir ce dossier? Ils me disent, c'est impossible. Je dis, allez, on cherche ensemble. Il me dit, à moi d'avoir un historien qui travaillerait sur... Ah, oui, c'est bon ça. Un historien qui travaillerait sur l'époque, d'accord. Mais en même temps, il ne pourrait pas prendre le dossier parce qu'il pourrait juste faire des notes, mais il ne pourrait pas photocopier. Mais comment on aurait fait? Mais il faudrait qu'il ait un complice à l'intérieur. Et tout d'un coup, je me mets... Parce que je ne veux pas... C'est pas parce que je veux faire un roman. C'est parce que je ne veux pas que quelqu'un qui travaille dans les archives, un archiviste ou une archiviste, sourit en voyant que mon personnage s'est procuré le truc en 87 alors que ce n'est pas possible. Je veux que tout soit exact. Une fois que tout est posé exact, que tout est précis, que tout est réel, parce que moi, journaliste, je suis toujours hanté par le problème de la légitimité. Une fois que tout est possible, une fois que j'ai le feu vert des archives qui me disent oui, on peut imaginer un historien, lui ne peut pas rentrer, votre petit bonhomme là, mais un historien qui rentre, avec quelqu'un qui est à l'intérieur, ça peut être quelqu'un de sa famille, un oncle, et peut-être que c'est la semaine où il s'occupe des archives, tout qui se met en place, juste pour pas qu'un historien ou qu'un archiviste sourit en lisant ce roman. Mais une fois que tout est posé, je peux faire entrer mon personnage. Et donc moi, ce que je voulais, c'était ça, c'était profiter de ce que j'avais trouvé, profiter du procès Barbie qu'on avait vécu ensemble pour le revisiter. Un roman, ça peut être un lieu, comme j'ai fait pour Mon traître et retour à Quilibex, j'ai fait relever mon traître mort, qui était mort, et je l'ai visité une dernière fois. Là, je visite mon père une dernière fois. Et, effectivement, moi, je saute sur... Non, très bien, je saute sur... Non, pas du tout. Non, mais je suis retombé sur la pied. Oui, non, mais c'était simplement pour que je me demandais, parce que souvent les gens se plaignent qu'on leur en dise trop, alors je me disais, est-ce qu'on doit leur révéler ce petit subterfuge? Dis donc, pas subterfuge, mais enfin, c'est la dernière page du livre, donc oui, alors on aurait pu ne pas, mais moi ça m'embêterait ici de vous dire, et donc en 87 j'ai trouvé le dossier. Et puis après, je l'ai bien eu. J'ai une petite remarque, c'est vraiment une parenthèse, hein, mais j'ai noté que, notamment dans cette partie là, concernant les archives, tu utilises beaucoup d'expressions qui sont en fait des titres de tes livres. Par exemple, Mon traître, Le jour d'avant, La légende de nos pères. Ah ouais, et je me suis dit, ça c'est un peu une sorte d'archive, si on veut, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce livre-là, il est tissé aussi un peu de tous les autres. C'est pour ça que de tout. Oui, c'est-à-dire que j'ai convoqué tous les fantômes et je referme. Alors, mais là, c'est important. Je referme. Non, mais c'est ça. Je voudrais pas paraître insolent, mais parce qu'il existe un CD, un entretien avec Jean-Luc Hess que tu as fait, qui se trouve donc en CD, on peut trouver ça à la FNAC ou je ne sais pas, qui a été fait au moment de la sortie un peu après la sortie de Profession du Père. Et dans ce CD, justement, je l'ai réécouté pour notre entretien, et tu dis, Jean-Luc Hess, alors là, cette fois-ci, j'en ai fini avec les... Parce que je savais pas. Mais parce que je ne savais pas que ça arriverait. Maintenant, ça y est. C'est-à-dire que
à moins d'avoir une question sur qu'est-ce qu'il a fait à 6 ans du mercredi 12 octobre, ou... ça y est. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que si je n'avais pas mis la main sur son dossier, effectivement, je n'aurais rien écrit sur mon père. Si mon frère avait brûlé ça, ben, j'aurais été orphelin de culture et d'histoire. Alors, on l'a bien compris là dans le livre, les scènes, on passe de scènes avec le père qui sont mises un peu en miroir, si on veut, avec ce qui se passe pendant le procès à ce moment-là. Mais pour des raisons, disons, purement pratiques, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la spécificité, sur l'histoire de ce procès Barbie. Sans tout dire, évidemment, parce que c'est tellement riche, mais il y a quand même des choses qui sont importantes à rappeler. D'abord, le fait que c'était la première fois qu'on avait ce type de procès en France, d'ailleurs de juger un... Et la dernière. Nazi, ah bah oui, puisque les autres, c'était des Français. Et... il y a, principalement, on l'a dit tout à l'heure, 3 crimes particulièrement en relief. La rafle de la rue Sainte-Catherine, les enfants d'Isieux, et le dernier convoi du 11 août 1944. Alors, il y a différents témoignages. Il y a peut-être une ou deux personnes qu'on pourrait citer dans les témoignages particulièrement frappant, mais avant ça, il faut peut-être dire que Barbie se retire très vite, ne veut plus apparaître à son procès, et son absence, finalement, c'est ce qui va permettre le procès et la parole des témoins. Et en fin de compte, son absence est plutôt bénéfique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, un mot d'une personne absolument, surtout admirable, par exemple de Lise Lesèvre, qui a été torturée par Barbie pendant 19 jours. Il y a des descriptions des tortures qu'elle subit qui sont importantes. Elle s'en excuse. Elle dit je m'excuse, monsieur, je peux m'en excuser, monsieur le président, nous allons parler de la torture. Une petite dame avec une canne comme ça, et il n'y a plus un bruit. Une dame, d'ailleurs, n'arrivant pas à la faire parler, Barbie fait venir son mari et son fils, son fils qui a 16 ans, je crois, à l'époque, et son fils va être fusillé, son mari... C'est pire que ça, c'est-à-dire que... c'est pire que ça, non, ça peut pas être pire, mais si elle parle, si elle dit qui est Max, son fils, son mari et elle sont libérés. Le problème, c'est que Max, c'est personne. Max, c'est une petite estafette, c'est un gamin qui a peut-être 15 ans et qui met des petits rouleaux de messages sous le guidon de son vélo. Mais Max, c'est aussi l'un des noms de Jean Moulin. Et les nazis sont absolument persuadés que le Max qu'elle couvre, c'est Jean Moulin. Alors qu'elle couvre un gamin de 15 ans qui, en gros, elle le connaît à peine. Et donc, les Allemands la torturent, donc, 19 jours, électricité, mémoire, elle est torturée comme sa belle-sœur Klaus Barbie lui-même. Hein. Donc là, ce n'est plus un crime d'encre. Il ne signe pas, là. Il y va avec la cravache. Et comme elle ne craque pas, ils font venir, et j'aimerais qu'on entende, ils font venir son mari et son fils, en lui disant ça, que si elle dit qui est Max, ils sont tous libérés. Il y a un cercle d'amour qui se fait dans le bureau de Barbie. Le fils, le père et elle, et le fils et le père lui disent ne parle pas maman. Comment est-ce possible? C'est pas un film. On n'est pas dans une fiction. Ne parle pas. Ils sont évidemment tués tous les deux et elle ne parlera pas. Et devant le tribunal, et ça c'est un moment qui était bouleversant, elle a dit je répondrai à toutes vos questions, monsieur le président, mais je vous en supplie, ne me demandez pas qui est Max. Et ça c'est... Et ça, c'est en ça aussi où ce procès a été immense. C'est-à-dire que, d'abord, tous ces gens sont morts.
après, très vite, souvent, même la grande Geneviève Antonios de Gaulle qui a témoigné sur Ravensbrück en expliquant que les enfants de Ravensbrück, il y avait des enfants dans le camp, il y avait ceux qui jouaient aux déportés et ceux qui jouaient au capot, et les petits capots tapaient sur les petits. C'est à ça qu'ils jouaient. Ils ne jouaient pas aux cow-boys et aux Indiens. Et même elle, lorsqu'elle vient parler, lorsqu'elle vient témoigner, elle sort, elle s'effondre sur les marches du palais de justice avec une attaque cardiaque. Ce qui était bouleversant, c'est que c'était les dernières voix, c'était les derniers moments. C'est-à-dire que ces gens-là, nous ne les reverrons plus, nous ne les avons plus revus, et c'était des voix vivantes. Et déjà à un moment, il y avait quand même Robert Forisson qui a distribué des tracts contre Auschwitz, sur le mythe d'Auschwitz, au palais de justice, sur les marches. C'est un moment, c'est hallucinant, quoi. Le négationniste en chef qui, c'est-à-dire que nous savions tous que ces voix-là, il fallait les recueillir. Il fallait qu'on les garde en nous pour l'éternité. Et aussi, des petites histoires, mais sans aucune importance, et qui font l'histoire de France, qui n'ont pas de grande importance. Là, c'est pas Jean Moulin, c'est pas Lucie Aubrac, c'est une petite dame âgée, juive, avec une petite canne, qui dit qu'il y a un contrôle d'identité dans une rue, et puis elle voit, il y a des Allemands, puis il y a des gendarmes français qui font le contrôle. Et ces papiers, ils sont nuls, ces papiers, ils sont mal faits, le tampon, il bave, c'est mal écrit, c'est pas possible, ça ne passera pas. Et elle dit, ah, Monsieur le Président, ben voilà, donc je suis allé voir plutôt vers les Français, vers le gendarme. Puis je vois un jeune, puis je vais le voir et je lui tends mes papiers, puis il les regarde, il me regarde, il les regarde, il me les rend, il dit, allez, file. Elle dit, moi je veux qu'on sache qu'il y avait ce jour-là un gendarme français, personne ne connaît son nom, il aurait pu être fusillé sur place par la Gestapo, et qu'il dit à cette jeune fille, allez, file. Et c'est pour ça que ce procès était immense, parce qu'il y avait le procès de la barbarie nazie et le procès d'une autre France, qui était, que l'on entend peu, mais c'est il y a cette autre France qui venait raconter comment est-ce qu'elle avait été cachée, aidée, et ça, et nous savions, et c'est pour ça que ce procès, je le garderai au cœur toute ma vie, c'est parce que nous étions les derniers témoins directs. Et ça, pour moi, je vais juste vous raconter l'histoire très brève de Fortuné Benguigui. C'est ça que tu allais venir. Parce que Fortuné Benguigui, c'est une petite dame. J'étais à Libération, et à Libération, il y avait une claviste qui travaillait avec nous, et sa tante, c'était Fortuné. Et Fortuné, elle est venue nous raconter l'histoire de ses 3 enfants qui étaient à Isieux, dont Jean. Et donc Jean, c'était le plus grand, il avait 13 ans, et il fallait qu'il prenne soin de son petit frère et sa petite sœur. Et il lui avait fait un pull, parce que Isieux, c'était en altitude, et elle leur fait des pulls, et à lui, elle lui fait un pull, mais il manque de la laine, et donc elle prend une autre laine, grenat, pour faire une manche. Donc il a un petit pull avec une manche grenat. C'est un pull inédit. Et lorsqu'elle est arrêtée, lorsqu'elle est déportée à Auschwitz, elle dit, j'étais heureuse parce que je savais que mes enfants étaient en sécurité. Et elle dit, vous savez, Monsieur le Président, un jour, j'ai vu un enfant avec le pull de Jacques, avec la petite manche grenat, et je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as eu ce pull? Et c'était le fils d'un capot, donc on m'a repoussé. Et puis je me suis dit, mais dans les colonies de vacances, les enfants, ils échangent leur pull, donc c'est pas très grave. Mais je l'ai cherché jusqu'à la Libération. Et puis là, elle s'écroule, elle se met à pleurer. Et elle m'a dit après, mais en fait, il est vivant. Il s'appelle Ivan Rebrov. Puis c'est un grand artiste russe. Je pense que les Russes sont venus le secourir.
Et je l'ai vu à la télé, il y a un livre sur lui, il chante, il a chanté le violon sur le toit. Mais c'est bizarre, hein, parce que je lui ai écrit souvent, je suis votre maman, mais il n'a jamais répondu. Mais je comprends en même temps, parce qu'il a refait sa vie. Cette douleur-là, moi, je ne voulais pas qu'elle reste confinée entre les pages d'un journal qui se jette chaque jour. Je n'avais pas envie de ça. Et je trouvais que mon père, vu ce qu'il avait fait, vu qui il était, il allait, grâce à lui, à cause de lui, malgré lui, j'allais retourner au procès pour faire ressortir des témoignages des enfants, des malheureux, avant que tout s'éteigne. Il y avait parmi ces témoignages, c'est le cas de Fortuné, des personnes dont les douleurs avaient été, les douleurs morales avaient été, physiques évidemment, mais morales aussi avaient été si grandes qu'elles tombaient dans une sorte de folie, quoi, de refus de la réalité. Alors justement, parce que tu y as fait écho tout à l'heure, et c'est extrêmement important, c'est l'absence de Barbie qui a fait que ces gens ont parlé. Barbie aurait été là, les peu de fois où il a été confronté, les gens qui étaient là et qui témoignaient n'en ont fait que hurler, pleurer, je le reconnais, c'est lui le monstre c'est lui, puis il tombait, c'est épouvantable. C'est son absence qui ont fait que les gens, en toute tranquillité, pas sérénité, mais enfin ils pouvaient dire ce qu'ils avaient vécu sans se fixer sur l'homme qui leur avait fait du mal. Donc moi je pense que ce procès a une magnifique tenue judiciaire, tenue républicaine, tenue historique, parce que Barbie avait quitté le poste. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement aussi le fait que dans ce récit entre le père, le procès, etc., d'autres éléments parfois viennent presque faire une pause dans tous ces drames, mais c'est pour tomber dans d'autres sortes de drames, et notamment le jour où la mère du narrateur de Sorge prend sa retraite, et là on est, je ne sais pas si on peut raconter ça rapidement, on est dans une espèce d'autres violences, quoi. C'est la barbarie, évidemment, qui n'est pas la barbarie nazie, mais c'est aussi quand même une forme de barbarie et surtout d'humiliation. Oui, c'est-à-dire que ma mère est encore en vie, donc on va attendre un peu pour la suite, mais en tout cas, elle est encore en vie, et beaucoup de gens qui ont lu Profession du Père, qui ont lu La légende de nos pères, disent, c'est bizarre parce que la mère elle n'est pas là. C'est une victime terrorisée. En fait, c'est une femme qui a vécu dans l'effroi sa vie entière et qui s'est toujours contentée de rien. Aujourd'hui, elle est dans un EHPAD somptueux, je peux vous le dire, avec coiffeur, manucure, etc. Et elle dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle vit vraiment. Elle dit, la servir un Riboulade est excellent. C'est une toute petite vie comme ça, toute petite. Et là, j'avais envie de la mettre en scène, dans une scène où mon père n'est pas, où le procès n'existe pas, où effectivement elle part en retraite. Alors la retraite, c'est 45 ans de bons et loyaux services au ministère de la Reconstruction, puis au ministère de la Construction, puis au ministère de l'Équipement et du Logement, donc ça a changé de nom. Heureusement qu'elle n'a pas connu la diversification, je ne sais pas, parce que la pauvre, elle serait... Et donc toute sa vie, elle qui était une locataire, elle faisait des petites croix rouges, dossier refusé, permis de construire, ou petites croix bleues acceptées, c'est-à-dire qu'elle a toujours été la petite sténo dactylo, elle n'est jamais montée en grade, rien, jamais. J'ai une haine contre, bref, et elle part en retraite au bout de... Et moi, je viens exprès de Paris pour lui faire parce que je sais qu'elle fait une petite fête pour son départ, et je trouve qu'avoir son fils à ses côtés, c'était plutôt sympathique. En fait, c'est dans une crêperie qui était en face du bureau, à Lyon. Il y avait 3 personnes, dont une stagiaire.
Ma mère a payé trois crêpes, des petits bols de cidre, pas à la stagiaire parce qu'elle était trop jeune. Et elle a reçu un saladier. Personne n'est venu. 45 ans. Elle a vu tous les services, elle a vu tous les chefs, tous les sous-chefs. Personne n'est venu. Et elle était contente. Oh, ils sont gentils d'être revenus. C'était bien, moi. Oh, ce saladier, qu'est-ce qu'il est beau. Et pour moi, c'était l'une des pires violences. C'est-à-dire d'avoir été opprimé tellement sa vie entière, terrorisé tellement sa vie entière, que 3 personnes qui qu'elle n'a même plus la clarté de voir qu'elle vient d'être trahie, qu'il n'y a personne, que tout le monde se fout de sa gueule, que ce saladier c'est une merde, que ça n'a aucun sens. Moi j'ai failli j'étais dans la rue mais je ne pouvais pas le faire. Elle trouvait tellement beau. Alors attends, est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais mettre sur une autre télé où c'était sa petite vie heureuse. Et c'était bouleversant. Moi j'ai trouvé que ce condensé de tristesse, et n'importe qui d'entre nous, on voit cette scène, on se met à pleurer, et enfin moi, j'ai un lance-flamme, je retourne au ministère, et je brûle, je commence par le bas, et je brûle tout le ministère. Et elle, oh, ils sont gentils. Et puis j'étais content de voir que la petite jeune est venue, parce que je ne l'ai jamais vue, je ne la connaissais pas. Et tout d'un coup, et puis l'autre, excusez-moi, l'autre c'est un gardien qui s'occupait aussi du parking. Et tous ses collègues. Et alors, j'ai essayé quand même. Je dis, mais madame un tel, je ne sais plus les noms, mais madame un tel, ah mais tu sais, ils ont du travail. Ah ben non, mais elle est partie. Ah non. Et tout d'un coup, elle acceptait tout. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a la violence du père d'un côté et la violence qui est faite à la mère de l'autre qui donne une petite dame froissée, toute grise. Ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est un vers d'Aragon qui dit songez à ceux qui ne discutaient même pas leur cage. Je ne connaissais pas. Non, mais attends, c'est bon. Songez à ceux qui ne discutaient même pas leur cage. Ah ouais, c'est dans l'arbre qui s'appelle Les Poètes. Et je voulais revenir quelques instants au père, parce que on a compris, donc là, toutes les scènes de confrontation avec le père sont, pour la plupart, inventées. Parce que, pas du tout. Ah bon? Elles ont eu lieu. Quand tu. Ah oui, non. Le dossier. Ah bah là, oui. Oui. Bien sûr, non, mais toutes les engueulades au procès, parce qu'ils ne voient rien, parce qu'ils comprennent, etc. Mais après, oui, bien sûr. Alors, toutes ces scènes de violence ont eu lieu au téléphone, et c'est ce qui a précédé à son internement, mais évidemment pas sur scène. Ah d'accord. Et pas dans la rue aussi, parce qu'après une grosse engueulade, une grosse elle a eu lieu, et elle a eu lieu parce que il a fait comme certains journalistes français, quand le Barbie a dit qu'il quittait le tribunal, il y a des journalistes qui ont dit « Ah, ce procès n'a plus aucun intérêt ». Et moi j'ai trouvé ça accablant, et il l'a dit aussi. Et c'est la première fois que j'ai levé la main sur mon père. Je l'ai pris par le col et je l'ai obligé physiquement à revenir au procès. Parce que là, il y a quelque chose qui m'intrigue la première fois. D'abord, c'est que après cette grosse discussion, disons, les deux tombent en quelque sorte épuisés, s'assoient par terre finalement, et vous dites, alors, pour le coup, je suis sûr que vous l'avez fait exprès, vous dites j'ai un trou de mémoire. Les gens allaient sans Dieu pour nous. Ce qui est une citation de la fiche rouge. Bien sûr. Ma fille s'appelle Mélinée. Ouais, bien sûr. Et là, évidemment, on a les deux époques qui se télescopent. On a l'impression que la période de la guerre est revenue. Bien sûr. Présente en Absolument. Et donc ces discussions qui sont parfois violentes à un moment où je ne sais pas plus si c'est lui qui... Et je crois qu'il y a aussi, parce qu'à prononcer nos noms sont difficiles, quelque part dans il me semble que c'est dans...
C'est dans un autre livre. Parce que vous nous aviez déjà raconté Ah oui. la dernière fois. C'est vrai, c'est pour Box Off. Box Off, et c'est dans Box Off, et c'est dans le 4e. Enfin, bref. Et à un moment, d'ailleurs, on suggère que lui mettre ce dossier sous l'épreuve de la vérité, en quelque sorte, est tellement violent pour lui que il vous dit, mais c'est toi le salaud, c'est toi qui me torture, quoi, en fait. Oui. Ça fait penser à ça à cause du titre du livre et de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas posé la question de se dire, mais finalement, enquêter sur son père, pousser son père dans ses retranchements, en quelque sorte, avec les documents, est-ce que c'est pas quelque chose de très, très dur? Et on va citer cette phrase, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie, dans la boue, sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Oui. Alors, j'en ai parlé avec des psychiatres, en fait. Et avec des psys, et je leur disais, mais si j'avais eu ce dossier en 87, comme dans le livre, et si j'avais fait ça, et tous m'ont dit que ça aurait été un énorme gâchis et un acte extrêmement dangereux. Donc dans un roman, je peux me le permettre, mais ils m'ont expliqué que être démasqué par son propre fils, avec des pièces vieilles, des photos de lui, etc., ça aurait pu aller jusqu'au meurtre, jusqu'au suicide. Et donc, je me suis beaucoup posé la question avec mon frère en disant, j'aurais aimé avoir ce dossier en 87 pour confronter mon père. En fait, non. C'est-à-dire, je suis soulagé de ne pas l'avoir eu en 87. Je suis soulagé de l'avoir eu beaucoup plus tard, après sa mort. Et je suis soulagé que cette confrontation soit une confrontation de papier et romanesque. Parce que je pense que je ne l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais eu tout ça en main, je pense que j'aurais beaucoup pleuré. Et je pense que je ne l'aurais pas confronté, pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que je ne voulais pas briser son monde. Et d'ailleurs, à la fin, c'est exactement ce qui se passe. Le fils ne veut plus briser son monde et lui permet d'être libre dans sa tête, même si dans sa tête, il y a plusieurs personnes. Et l'enfant de salaud, c'est important. C'est pas ce que mon grand-père a dit. Mon grand-père, lui, c'est son fils qui était habillé en allemand. Moi, je me fous qu'il était habillé en allemand. Il était habillé en allemand, il était habillé en partisan, il était habillé en légionnaire tricolore. Il a fait la guerre pour qu'on enfile des costumes de théâtre. Je m'en fous. Moi, le salaud, pour moi, c'est l'homme qui a abîmé ma mère, qui nous a abîmés, qui a cassé notre famille, qui m'a maltraité, qui m'a battu. Pour ceux qui ont lu un peu ce que j'ai fait avant, la première phrase de Retour à Killybegs, c'était quand mon père me battait, il hurlait en anglais, ça se passe en Irlande, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. En fait, quand mon père me battait, il hurlait en allemand, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. Donc, j'ai mis ce père-là dans plein de livres, mais toujours en faisant attention de ne pas, de ne pas briser son monde au risque de le perdre. Je l'ai perdu, mais maintenant je me retrouve avec ce tombeau de papier, et ce tombeau de papier, il me va, en fait. Je suis content de ne pas l'avoir affronté, vraiment, parce que je pense que j'aurais pu le tuer, ou j'aurais pu mourir, ou j'aurais pu... D'ailleurs, la dernière scène qui est la scène de la disparition, de la mort du père, est une... Non, mais... Il est trop fort. Il est trop fort. Est une scène qui est, par rapport à la profession du père, qui est réécrite. Enfin, c'est une autre version, peut-être
plus métaphorique, si on veut. Et je me suis dit, mais voilà, cette mort, elle a été réécrite je ne la décris pas, mais d'une façon supportable. Et c'est ça, en fait, le roman, c'est de l'avoir réécrite je me suis demandé si c'était pas ça, finalement, la grande vertu du roman, c'était de rendre la vie supportable, quoi, oui. Finalement, quoi. Et surtout que je lui promets de le rejoindre. Oui, et alors, une chose frappante, c'est que la dernière chose qu'il adresse, le dernier mot qu'il adresse à son fils dans le livre, c'est merci. Oui. Merci de le laisser partir. Je vais faire un petit retour en arrière parce qu'il y a une chose sur laquelle je voulais vous interroger et que bien sûr. C'est sur cette histoire, parce qu'on n'a pas parlé de Vergès, on n'en a pas parlé. Non. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intrigué, parce que cette histoire du procès Barbie, ça a été rediffusé à la télévision, même sur le site INA, on peut le revoir intégralement. Enfin, on ne voit pas tout. Oui. Et sur la personnalité de Vergès, quelque chose, on en parlait tout à l'heure, est très frappant, c'est-à-dire que ce très brillant avocat, finalement, qui est un héros de la résistance, qui a été résistant à 17 ans, qui ensuite a combattu en Indochine, en Algérie, etc. Comment se fait-il qu'il commence très bien, si le procès, il le commence très dignement, et ensuite c'est un déchaînement de haine et de grossièreté, comme quelqu'un qui est perdu. C'est ça, non mais comme quelqu'un qui a perdu. Moi, ce qui m'a troublé dans Jacques Vergès, c'est que c'est l'avocat du diable, c'est lui ce qu'il dit de lui-même, mais c'est un très grand avocat. C'est-à-dire que moi, j'en ai un souvenir de. Moi, je vous le dis, mon rêve aurait été deux avocats qui se faisaient face. Vergès d'un côté, Kersfeld de l'autre, ou un autre, mais en tout cas deux avocats. Là, ce qui était terrible, et lui, il en jouait habilement, il appelait ça la meute en face. Lui était seul contre la meute. Et c'était terrible parce que il y avait de très très grands avocats dans ce procès, puis il y avait des avocaillons qui venaient prendre leur petit moment de lumière en disant j'ai l'honneur et l'avantage de plaider devant vous au nom de l'association, etc. Et ils abîmaient le procès. Et Vergès en jouait. Il y a des avocats, à un moment donné, qui se plantent sur un article, sur une cote, qui utilisent la cote 212, je sais pas quoi, et Vergès dit 250 mètres. Oui, enfin, 212, 250, peu importe. Non, monsieur, non. Nous avons à faire un procès d'assises. Ce n'est pas une réunion d'historiens. Et ça, Vergès a été, pendant tout le procès, en fait, il y avait deux Vergès. Il y avait l'homme du trottoir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Barbie va y compris donner le nom de l'homme qui a trahi Jean Moulin. Donc c'était tout le monde attendait les révélations de Barbie, il n'y en a eu aucune. Mais il y avait Vergès sur le trottoir, le trublion qui gueulait, qui hurlait, etc. Et dès qu'il entrait à l'intérieur de la cour d'assises, il était absolument nickel. C'était un avocat, c'était quand même extrêmement emmerdant que ce soit lui qui dise la lettre de droit. C'était lui qui disait le droit dans ce procès à plein de moments. Et le deuxième jour de sa plaidoirie, il craque. Et il craque, c'est-à-dire qu'il craque de la façon la plus immonde qui soit, c'est-à-dire qu'il devient injurieux, il devient ordurier. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, l'une des femmes qui a été torturée a été violée par un chien de la Gestapo. Et Vergès commence à dire pensez-vous qu'un chien viole une femme? Le chien, il faut un peu l'exciter, il faut un peu se trémousser. Il commence à faire tout un truc sur. En gros, si cette femme a été violée par un chien, c'est qu'elle a fait ce qu'il fallait pour. Et là, il avait
il avait perdu le sens commun. C'est-à-dire lui qui avait dit à Roland Jacquard en le voyant entrer, vous intéressez à la morphologie, quand je vous vois je comprends pourquoi, des choses qui, il y avait des petites pointes de saloperie comme ça, mais brusquement, deuxième jour du procès, il craque, et ce grand avocat a été balayé, et nous avions dans le box une sorte de petite frappe vulgaire, grossière, sans intérêt, et ça m'a... Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il sentait que n'importe comment c'était joué, et c'était joué, mais juste... Et on sentait tous qu'il disait des choses, et plus il en parlait, il parlait de femmes qu'il fallait qu'elles se trémoussent pour exciter un chien, et tu sentais quand il en parlait qu'il savait. Il savait qu'il était en train de... Parce que les gens hurlaient, etc. Il savait qu'il était en train... Il continuait. Et ça, c'est quelque chose qui était bouleversant. C'était comme un suicide en direct d'un avocat. Comme s'il s'en foutait, après tout. Parce qu'un jour, quand il a dit, vous faites le procès d'un vaincu, et si ce vaincu avait gagné, c'est peut-être les autres qui seraient dans le box. Et c'est ça. Au fond de lui, il avait ça. Mais à part ça, j'ai entendu dire que c'est un mauvais avocat. Alors c'est l'avocat du pire. Ouais. C'est l'avocat du pire, mais même l'avocat du pire, c'est-à-dire c'est un avocat de rupture qui... alors il fallait que ses clients l'acceptent, mais en gros ce qu'il pouvait dire c'est que mon client soit condamné à 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Désolé, mais 20 ans, 30 ans, mais lui il était souvent dans la rupture. Et c'était intéressant. Alors tout le monde a hurlé que c'était hors propos. D'accord, c'était hors propos. Mais quand Vergès a fait venir un avocat algérien et un avocat africain qui ont parlé hors propos, je suis d'accord, mais des exactions de l'armée française, etc., lui, il était dans son rôle d'avocat. C'est-à-dire que même si c'était épouvantable à entendre, mais lui, quand il disait que ici, à Sétif, l'armée française avait tiré sur des enfants exactement comme les nazis avaient tiré, etc., c'est insupportable à entendre. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a des faits, et lui jouait sur les faits. Dans cela, il était dans son rôle d'avocat. Et moi, ce qui m'a blessé vraiment, c'est que, et c'est presque la fin du livre, c'est que Vergès est un avocat. La différence entre la barbarie et nous, c'est que nous, on juge les gens, ils ont des avocats, on juge Abdeslam en ce moment, il a un avocat, une cour, etc. Et c'est notre honneur. C'est la différence entre nous et le djihad ou les nazis. Mais à aucun moment, Vergès n'a été pris pour Barbie. Les gens ont fait extrêmement gaffe de ne pas dire Vergès assassin, Vergès SS, extrêmement gaffe. Sauf à la fin du procès. Et quand le procès, j'en pleurais de rage. Quand le procès s'est terminé, moi, mon souhait, c'était que Vergès, en plus, c'était extrêmement impressionnant. Il y avait les grands escaliers illuminés du palais de justice à Lyon. Il allait descendre pour rentrer dans une voiture avec la foule qui s'ouvrait comme ça, dans un silence de mort, le silence des 44 enfants d'Isieux. Il fallait se taire. Et là, brusquement, la foule s'est ruée sur lui en criant « Salaud, SS, pourri, nazi » et tout. Et c'était indigne. Ce procès qui avait été digne tout le long, là, il y a eu un moment où c'était indigne. Et cette indignité-là, je l'ai pas supportée. Bon, je pense que tout le monde a compris qu'on pourrait parler de ce livre encore des heures, mais on va peut-être garder un peu de... Merci Sorge, et garder du temps peut-être pour des dédicaces, et aussi si vous voulez poser des questions ou intervenir, ou poser des questions directement à Sorge.